Je suis arrivé en smoking seulement pour découvrir que ma chaise avait été prise par la cavalière de mon frère. Ce n'est qu'une chaise, tu peux rester debout dans le coin, n'en fais pas tout un drame, a dit mon père. J'ai sorti les documents de renouvellement du bail de leur appartement et j'ai répondu, ce n'est qu'un avis d'expulsion. Ma jambe me lançait. C'était une douleur sourde et persistante qui irradiait de ma cheville jusqu'à mon genou. Un rappel que je n'étais qu'à 3 semaines post-opératoire d'une chirurgie de reconstruction censée me tenir éloigné de mes pieds pendant un mois. Mais je n'étais pas au lit. Je ne me reposais pas. J'étais debout dans le hall de la mairie, le bistrot français le plus exclusif de la ville, vêtu d'un costume smoking vert émeraude sur mesure que j'avais acheté spécifiquement pour ce soir. Je m'appuyais lourdement sur la canne que j'avais essayé de faire passer pour un accessoire de mode, mais la sueur qui perlait à ma racine des cheveux n'était pas due à l'humidité. C'était dû à l'effort physique pur de me tenir droite. C'était censé être la nuit où je les rendrais enfin fiers. C'était le 30e anniversaire de mes parents, 30 ans. Au cours de la dernière décennie, leur mariage avait été un terrain rocailleux fait de silence radio et de piques passives-agressives. Mais ils avaient décidé de renouveler leur engagement avec un dîner que j'avais organisé. Étant organisatrice d'événements d'entreprise haut de gamme, le fardeau m'était naturellement revenu. J'avais tiré des ficelles, fait jouer des faveurs pour obtenir l'alcôve privée et élaborer le menu moi-même. Mais le point d'orgue de mon effort n'était pas le lieu. C'était l'enveloppe dans la poche intérieure de ma veste. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 5 000 $. C'était de l'argent que j'avais économisé en faisant des doubles shifts, en sautant mes propres rendez-vous de kinésithérapie pour économiser sur les dépassements d'honoraires, et en mangeant des ramen pendant 2 mois. C'était destiné à couvrir leur 2e croisière de lune de miel, un voyage dont ils se plaignaient de ne pas pouvoir se permettre depuis des années. J'ai ajusté ma canne, pris une profonde inspiration pour calmer le tremblement dans ma main, et me suis dirigé vers l'alcôve privée. Alors que je tournais le coin, la scène m'a frappé comme un coup physique. La table ronde était dressée pour 4. Ma mère, Megan, était assise dans la banquette en velours moelleux, rayonnante dans une robe argentée que je lui avais achetée. Mon père, Gary, était à côté d'elle, riant de quelque chose. Et là, sur la chaise directement en face d'eux, ma chaise, celle avec le coussin ergonomique spécifique que j'avais demandé pour ma cheville, était assise une inconnue. Elle était jeune, peut-être 22 ans, avec des cheveux blonds décolorés et une robe bien trop décontractée pour l'endroit. Elle se penchait vers mon frère Kevin. Kevin, qui avait promis de venir me chercher pour que je n'aie pas à conduire avec ma mauvaise cheville, mais qui m'avait posé un lapin 3 heures plus tôt, me forçant à prendre un Uber. Il riait, trinquant avec des bouteilles de champagne que j'avais précommandées. « Joyeux anniversaire », ai-je dit, forçant un sourire, bien que ma voix me parût cassante. Le rire s'est tu instantanément. Megan a levé les yeux, me scrutant de haut en bas. Il n'y avait aucune chaleur, aucune inquiétude pour le fait que je m'appuyais précairement sur ma canne. Ses yeux se sont rétrécis sur mon costume. « Audrey, dit-elle, sont ton plat. Tu es en retard. » L'Uber a mis du temps, ai-je dit, en boitant plus près. Kevin n'est pas venu. Oh, c'est vrai, dit Kevin, sans même me regarder. Il était occupé à remplir le verre de la fille. Audrey, voici Tiffany. Nous nous sommes rencontrés la semaine dernière. Salut, gazouilla Tiffany, faisant un petit signe sans tenter de se lever. Elle était assise confortablement sur ma chaise réservée. J'ai regardé la table. 4 couverts, 4 chaises, toutes occupées. Maman, ai-je dit, en désignant la table. Où suis-je censé m'asseoir? Megan soupira comme si ma présence était une erreur logistique qu'elle n'avait pas prévue. Elle fit un geste vague vers l'espace entre la table et la station du serveur. Eh bien, nous ne savions pas si tu allais vraiment venir, vu que tu es toujours si occupé par le travail, dit Megan, prenant une gorgée de son vin. Et Kevin voulait amener Tiffany. C'est leur premier rendez-vous. Premier rendez-vous, j'ai répété les mots, le goût de cendre. C'est votre dîner de 30e anniversaire, maman. J'ai organisé ça. J'ai payé la compte. Ne fais pas de scène, Audrey, intervint Gary, sa voix joviale mais dismissive. Ce n'est qu'une chaise. Ce n'est pas juste une chaise, papa, dis-je, ma voix tremblant légèrement. Je viens d'être opéré. Je ne peux pas rester debout pendant 3 heures. Megan roula des yeux. Oh, arrête d'être si dramatique. Tu vas bien.
tu es entré ici, n'est-ce pas? Elle fit un geste dédaigneux de la main. On ne peut pas demander à Tiffany de bouger. Ce serait impoli. Tu n'as pas d'accompagnateur, alors tiens-toi debout pour l'instant. Peut-être pourras-tu prendre un tabouret au bar plus tard si un se libère. Me tenir debout pour l'instant. Je l'ai regardé fixement. Ma cheville lançait une protestation violente. Tu veux que je reste debout pendant un repas de cette service? Appuie-toi juste contre le mur. Kevin ricana, la bouche pleine de pain. Tu as l'air d'un serveur dans ce costume de toute façon. La table éclata de rire. Tiffany gloussa derrière sa main. Gary ricana, secouant la tête. Même Megan esquissa un sourire. Juste tiens-toi debout pour l'instant. Les mots résonnaient dans ma tête plus fort que les rires. Je les ai regardés, ma famille. Les gens que j'avais pratiquement tués pour leur faire plaisir. J'ai senti l'enveloppe lourde dans ma poche contre mes côtes. 5000 $. 5000 $ pour des gens qui ne m'offriraient même pas une chaise alors que j'étais en douleur physique. La douleur dans ma cheville disparut, remplacée par une clarté froide et cristalline. C'était une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était la mort de l'espoir. J'ai souri. Ce n'était pas un joli sourire. En fait, dis-je, ma voix tombant d'une octave, coupant à travers le rire. J'ai fouillé dans la poche de ma veste. J'ai sorti l'épaisse enveloppe couleur crème. Je l'ai tenue en l'air pour qu'ils puissent voir le sceau en feuille d'or. J'allais vous donner ceci, dis-je calmement. 5000 $ pour votre croisière. Joyeux anniversaire. Les yeux de Megan s'écarquillèrent. Le rire cessa. Kevin se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. J'ai regardé l'enveloppe, puis Tiffany assise confortablement à ma place, puis ma mère. Mais j'ai continué, rentrant l'enveloppe dans ma poche intérieure, la tapotant fermement contre mon cœur. Je crois que je vais la garder pour quelqu'un qui me réserve une place. Je me suis retourné. Attends, Audrey. La voix de Megan était perçante, la panique montant instantanément. Tu n'as pas à partir. Assieds-toi. Nous pouvons te trouver une chaise. Trop tard, et crié par-dessus mon épaule sans ralentir. J'ai fait signe au serveur qui planait à proximité avec une bouteille de rouge millésimée. Annule ma partie de l'addition et le champagne. Mets-le sur le compte de Gary. Alors que je sortais dans l'air frais de la nuit, la douleur dans ma jambe était atroce, mais ma poitrine se sentait plus légère que l'air. La trahison était pire que le diagnostic lui-même, mais le remède était enfin entre mes mains. Au moment où les lourdes portes vitrées du Lawir se sont refermées derrière moi, l'adrénaline a chuté. Ma jambe a lâché. J'ai trébuché, me rattrapant de justesse sur le pupitre du voiturier. Le jeune voiturier, un gamin nommé Léo, qui me connaissait des dizaines d'événements d'entreprise que j'avais organisés ici, s'est précipité. « Mademoiselle Audrey, vous allez bien ?» demanda-t-il, les yeux grands ouverts d'inquiétude. « Je vais bien, Léo » ai-je grincé, redressant ma veste de smoking. « Appelle-moi juste une voiture, s'il te plaît. » Je me suis assise sur le banc de pierre à l'extérieur, tremblante. Ce n'était pas la douleur à la cheville qui me faisait trembler. C'était le contre-coup de ce que je venais de faire. Pendant 29 ans, je ne leur avais jamais dit non. J'étais la réparatrice, l'organisatrice, la banque. J'étais celle qui aplanissait les fissures de notre fondation familiale avec du mortier fait de mon propre argent et de mon estime de soi. Mon téléphone a commencé à vibrer. Bip, bip, bip. J'ai regardé. Maman appelait. J'ai refusé. Bip, bip. Papa appelait. J'ai refusé. Bip. Kevin appelait. J'ai fixé l'écran. Kevin, le garçon qui m'avait un jour poussé d'une balançoire quand nous étions enfants et qui avait ensuite pleuré jusqu'à ce que je m'excuse d'être mal tombé. Il avait 31 ans, au chômage pour la 4e fois en 2 ans et sortait actuellement avec une fille qui avait l'air d'être encore à l'université. Et il avait ri. Il m'avait traité de serveuse. J'ai refusé l'appel et mis le téléphone en mode silencieux. L'Uber est arrivé, une berline noire élégante qui ressemblait à un sanctuaire. J'ai glissé sur la banquette arrière, donnant mon adresse au chauffeur. Alors que nous partions, j'ai regardé l'entrée du restaurant. J'ai vu Gary surgir des portes d'entrée,
son téléphone à l'oreille, l'air affolé. Il ne cherchait pas sa fille. Il cherchait les 5000 $ qui venaient de disparaître. Quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas allumé les lumières. J'ai boité jusqu'à la cuisine, me suis versé un verre d'eau et me suis assise dans l'obscurité. Le silence de mon appartement, habituellement une source de solitude, était différent ce soir. Il se sentait protecteur. J'ai rejoué la scène dans ma tête. Tu n'as pas d'accompagnateur, alors tiens-toi debout pour l'instant. Ce n'était pas seulement l'impolitesse, c'était le déni de mon humanité. Je venais de subir une chirurgie reconstructive à la cheville, résultat direct d'un accident de voiture dans lequel j'avais été impliqué en faisant une course pour eux 3 semaines plus tôt. J'étais allé chercher le nettoyage à sec de Megan sous la pluie parce qu'elle ne voulait pas gâcher son brushing. J'avais fait de l'aquaplaning. Il le savait. Il connaissait chaque vis et chaque goupille qui maintenait mes os ensemble parce que je leur avais envoyé les radiographies. Des radiographies auxquelles ils avaient répondu avec un emoji pouce levé. L'écran de mon téléphone s'est de nouveau allumé. Un message vocal de Gary. J'ai appuyé sur lecture, le mettant sur haut-parleur. Audrey, c'est ridicule. La voix de Gary a rempli la cuisine sombre. Il avait l'air essoufflé. Ta mère pleure. Tu nous as embarrassés devant Tiffany. Et regarde, l'addition est arrivée. Eh bien, c'est plus que ce que nous attendions. Tu as commandé le Bordeaux à 8 chiffres. Tu ne peux pas nous laisser avec cette facture. Reviens. Apporte l'enveloppe et nous pourrons en parler. Ne sois pas égoïste. Égoïste. J'ai ri. C'était un son sec et rauque. J'ai regardé l'enveloppe toujours posée sur le comptoir à côté de moi. 5000 $. C'était toutes mes économies. Il ne me restait plus rien dans mon fonds d'urgence. J'avais risqué ma sécurité financière pour leur offrir une croisière, espérant que peut-être, juste peut-être, si je leur donnais quelque chose d'assez grand, ils me regarderaient enfin avec la même adoration qu'ils donnaient à Kevin pour le simple fait d'exister. J'ai ramassé l'enveloppe. J'ai pensé à la déchirer, mais je me suis alors souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu du contrat de location. Mes parents vivaient dans un magnifique condo en centre-ville. C'était leur fierté et leur joie. Ils disaient à tout le monde qu'ils avaient réduit leurs dépenses pour des raisons de style de vie, mais ce n'était pas le cas. Ils avaient réduit leurs dépenses parce que Gary avait dilapidé leur fonds de retraite il y a 5 ans. J'étais intervenu. J'avais utilisé mon crédit, mon nom et mes revenus pour signer le bail pour eux. Je payais 40% du loyer chaque mois parce que leur sécurité sociale ne le couvrait pas. Reviens, avait dit Gary. Ne sois pas égoïste. Il pensait que le dîner était le levier. Il pensait que l'embarras était l'arme. J'ai tapoté l'enveloppe contre le comptoir de granit, mais ils avaient oublié une chose cruciale. J'ai murmuré à la pièce vide. Le bail était à renouveler dans 4 jours. Et le locataire principal, le seul avec le score de crédit pour être admissible, c'était moi. Pour comprendre pourquoi je me tenais dans ce restaurant comme une mendiante en smoking, il faut comprendre l'écosystème de ma famille. Ce n'était pas seulement du favoritisme. C'était un culte de la personnalité. Et la divinité était Kevin. Kevin était né avec un charme que je n'avais pas. Il était le quart arrière du lycée, le roi du bal, le gars qui pouvait se tirer d'une contravention pour excès de vitesse. J'étais la studieuse, la calme, celle qui travaillait à la bibliothèque. Megan aimait l'éclat de Kevin. Elle se voyait en lui, ou du moins la version d'elle-même qu'elle voulait que le monde voie. J'étais utile. Kevin était décoratif. Quand j'ai lancé mon entreprise d'organisation d'événements, Megan m'a dit que c'était un joli hobby. Quand j'ai décroché mon premier client Fortune 500, elle m'a demandé si je pouvais obtenir à Kevin un entretien pour un poste de vice-président pour lequel il était notoirement incompétent. Quand j'ai acheté mon propre appartement, elle a critiqué les moulures. Mais l'abus financier a commencé lentement. Cela a commencé par prêter de l'argent à Gary pour des investissements qui n'ont jamais abouti. Puis, il s'agissait de couvrir l'assurance automobile de Kevin parce qu'il avait oublié. Puis, ce fut le condo. Je l'ai fait parce que je désespérais d'obtenir la seule chose que l'argent ne pouvait acheter, leur approbation. Je pensais que si je payais assez, travaillais assez dur, résolvais assez de problèmes, je gagnerais ma place à la table. Ce soir a prouvé que même si j'achetais la table,
je n'aurais toujours pas le droit de m'y asseoir. Je suis resté là dans le noir, la douleur dans ma cheville pulsant au rythme de mon cœur, et j'ai laissé les souvenirs m'envahir. La fois où Megan a oublié ma remise de diplôme universitaire parce que Kevin avait eu une crise avec une fille. La fois où Gary a utilisé mon argent d'anniversaire pour acheter à Kevin un nouveau set de club de golf. Et puis il y avait Megan. Megan n'était pas seulement une mère qui faisait du favoritisme. Elle était une architecte d'insécurité. C'était une femme qui passait ses journées à créer une vie parfaite sur Facebook, postant des photos de mon beau-fils tout en me coupant des portraits de famille parce que je ne correspondais pas à l'esthétique. C'était une ancienne reine de beauté qui refusait de vieillir et refusait de laisser quiconque d'autre briller. Son renvoi de ma part ce soir n'était pas accidentel. C'était calculé. En donnant ma place à Tiffany, une fille qu'elle connaissait depuis une semaine, elle envoyait un message clair, « Tu es remplaçable. Ton confort est secondaire par rapport à mon image. Tu es là pour servir, pas pour être servi. » Elle avait besoin que Tiffany l'aime. Elle avait besoin d'être la maman cool. Et si cela signifiait que sa fille estropiée devait rester debout dans un coin, qu'il en soit ainsi. Mon téléphone vibra de nouveau. Un SMS de Megan cette fois. Megan, je n'arrive pas à croire que tu aies gâché ce soir. Tiffany pense que nous sommes des monstres. Tu dois t'excuser. Envoie l'argent via Venmo si tu es trop lâche pour revenir. Nous devons payer l'addition. J'ai fixé le texte. L'audace était époustouflante. Elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle ne s'inquiétait pas pour ma jambe. Elle s'inquiétait de la facture et de l'apparence. J'ai alors réalisé que l'antagoniste de ma vie n'était pas la malchance. Ce n'était pas ma cheville. Ce n'était même pas Kevin qui n'était qu'un symptôme de la maladie. C'était Megan. C'était elle qui fixait les règles. C'était elle qui décidait qui s'asseyait et qui se tenait debout. Et pendant 29 ans, j'avais joué selon ses règles. J'ai regardé le texte à nouveau. Envoie l'argent. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai regardé le virement que j'avais mis en place pour leur loyer, programmé pour être effectué automatiquement le 1er du mois. Je n'avais pas seulement les $5000. Je détenais les clés de tout leur style de vie. Megan voulait parler de gâcher les choses. Elle n'avait aucune idée. Le soleil du matin n'apporta aucune clarté. Il apporta un mal de tête qui battait en rythme avec ma cheville. Je me suis réveillé sur mon canapé, toujours vêtu de ma chemise, la veste de smoking jetée sur le fauteuil comme une carapace vide. Mon téléphone était un cimetière de notifications. 17 appels manqués. 42 messages textes. Maman, tu dois payer l'addition. Le gérant menace d'appeler la police. Kevin, tu es une psycho. Tiffany pleure. Papa, Audrey, s'il te plaît, réponds juste. Maman, je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. Nous sommes une famille. Famille. Le mot sonnait comme une insulte. Je me suis redressé, grimaçant en mettant du poids sur ma mauvaise jambe. J'avais besoin de café et j'avais besoin d'une stratégie. J'ai boité jusqu'à la cuisine, le silence de l'appartement ressemblant moins à un sanctuaire qu'à une salle de guerre. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon premier instinct fut de les bloquer tous, de me cacher et de laisser le monde brûler. Mais l'organisatrice d'événements en moi a pris le dessus. Mode de gestion de crise. Première étape, évaluer les dégâts. Je me suis connecté à mon compte bancaire principal. Les $5000 étaient toujours là, en sécurité, mais j'ai ensuite cliqué sur le compte d'épargne d'urgence familiale. C'était un compte joint que je partageais avec Gary. Je l'avais ouvert il y a 3 ans lorsqu'il avait eu une frayeur avec sa tension artérielle. J'y versais $500 chaque mois juste au cas où. J'ai fixé l'écran. Le solde était de $42,18. J'ai eu le souffle coupé. Il aurait dû y avoir près de $18 000 là-dedans. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. Une série de retraits tous effectués au cours des 3 dernières semaines. $2000, $3000, $5000, tous transférés vers un compte intitulé Castar Enterprises. Kevin. Une sueur froide a perlé sur ma nuque. Castar était le nom d'entreprise de Kevin. C'était le nom qu'il utilisait pour son entreprise de dropshipping ratée, son escroquerie de crypto ratée, et apparemment son vol réussi de mon argent.
J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro de la banque, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine taper sur l'écran. First National, ici Sarah. Comment puis-je vous aider? Je dois signaler une activité non autorisée, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Compte joint se terminant par 8904. Les virements à Castar Enterprises. Je ne les ai pas autorisés. Il y eut une pause, le cliquetis d'un clavier. Je vois ici que les virements ont été autorisés par téléphone par l'autre titulaire du compte, Gary Miller. Il a fourni les bonnes réponses de sécurité. Gary, mon père, l'homme qui avait ri quand on m'avait dit de me lever. Il ne m'avait pas seulement regardé être humilié. Il avait financé le public avec mon propre argent. Je vois, ai-je murmuré. Merci. J'ai raccroché. La trahison n'était pas une fissure. C'était un canyon. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert un nouvel onglet. Deuxième étape. Sécuriser les biens. J'ai navigué vers le portail de gestion immobilière du condo de mes parents, les Riverside Loft. Un logement de luxe pour 2 personnes qui n'avaient aucun revenu. J'étais la garante. J'étais la locataire principale. Leur nom figurait comme occupants autorisés. Le renouvellement du bail était en cours. Il devait être signé numériquement avant vendredi. J'ai survolé le bouton qui disait « Renouveler le bail ». J'ai pensé à la chirurgie que j'avais subie seule parce que Megan avait un rendez-vous pour un brunch. J'ai pensé à l'accident de voiture dans lequel j'avais été impliqué en faisant sa course. J'ai pensé à Tiffany assise sur ma chaise buvant mon champagne. J'ai bougé la souris. J'ai cliqué sur résilier le bail. Une boîte de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr? Cette action est irréversible. Les occupants doivent quitter les lieux avant le 30. J'ai cliqué sur oui. Je n'avais pas fini. Je devais savoir exactement à quel point la pourriture était profonde. Je ne pouvais pas juste deviner. J'avais besoin de munitions. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé David, un détective privé que j'utilisais pour vérifier les fournisseurs pour des événements de grande valeur. Audrey, David répondit à la deuxième sonnerie. C'est dimanche, tu vas bien? J'ai besoin d'une enquête complète sur Kevin Miller, dis-je, allant droit au but. Et d'enquêter sur une Tiffany qui lui est associée. Je dois savoir où 18 000 $ sont passés ces 3 dernières semaines. Et David, j'en ai besoin pour demain. Audrey, c'est ton frère. Non, dis-je, en regardant le solde du compte vide sur mon écran. C'est un voleur. Lundi matin arriva avec la subtilité d'un coup de massue. J'étais à mon bureau tôt, m'enfouissant dans la logistique d'un gala technologique, essayant de faire semblant que ma vie personnelle n'implosait pas. À 10h15, la réceptionniste m'appela. Audrey, vos parents sont là. Ils disent que c'est une urgence. J'ai fermé les yeux une seconde. Bien sûr, ils étaient là. Ils n'avaient pas pu me joindre au téléphone, alors ils amenaient le cirque sur mon lieu de travail. Envoyez-les à la salle de conférence B, dis-je. Ne les laissez pas entrer dans l'espace de travail principal. J'ai saisi un dossier. À l'intérieur se trouvait l'imprimé des transactions bancaires et la confirmation de résiliation de bail, et je me suis dirigé vers la salle de conférence au mur de verre. Megan et Gary étaient déjà là. Megan faisait les 100 pas, ses talons claquant agressivement sur le sol en béton poli. Gary était assis, l'air pâle et abattu, triturant une casquette de baseball dans ses mains. Quand je suis entré, Megan s'est retournée. Elle ne pleurait pas. Elle était furieuse. Comment oses-tu, siffla-t-elle, abandonnant toute prétention de salutation. As-tu la moindre idée à quel point c'était embarrassant? Le gérant a menacé d'appeler la police, Audrey. Nous avons dû mettre l'addition sur 4 cartes de crédit différentes. Bonjour à toi aussi, maman, dis-je, boitant vers la tête de la table. Je ne me suis pas assise. J'avais besoin de l'avantage de la hauteur. Ne sois pas sarcastique avec moi, claqua-t-elle, claquant son sac de créateur sur la table. Tu nous as laissés là avec Tiffany? Cette pauvre fille était mortifiée. Tiffany, ai-je répété. La fille assise à ma place. C'était une chaise, éclata Gary, levant les yeux. Mon Dieu, Audrey, ce n'était qu'une chaise. Pourquoi es-tu si mesquine? Mesquine? J'ai ouvert le dossier.
J'ai fait glisser le relevé bancaire sur la table polie. Il s'est arrêté juste devant Gary. Voler 18 000 $ à ta fille, c'est mesquin, papa? La pièce devint silencieuse. La climatisation ronronnait, un contraste saisissant avec le vide sonore soudain. Gary baissa les yeux vers le papier. Son visage passa du pâle à un gris maladif. Je balbutia Gary. C'était un prêt. Un prêt implique que tu as demandé, dis-je, ma voix froide comme la glace. Un prêt implique que tu as l'intention de le rembourser. Tu as volé du fonds d'urgence. Mon fonds d'urgence. Megan s'interposa instinctivement, le protégeant. Nous en avions besoin. Kevin a des problèmes, Audrey. De vrais problèmes. Il a des dettes. Nous ne pouvions pas le laisser se faire mal. Nous allions le rembourser une fois que l'indemnisation de Gary arriverait. L'indemnisation de Gary de l'action collective est de 400 $, maman, dis-je. Je sais. J'ai déposé les documents pour lui. Tu as tellement de choses, cria Megan, sa contenance se brisant. Tu as ce travail, ce bureau, tes beaux costumes. Tu as tout. Et tu envies ton frère. Un petit coup de main. Un petit coup de main. J'ai ri, un son dur qui m'a surprise. J'ai payé votre loyer pendant 5 ans. J'ai payé votre assurance auto. J'ai payé vos vacances. Et quand j'arrive avec 5 000 $ de plus, vous me dites de rester debout dans le coin. C'est ce que font les familles, cria Megan. Elles se soutiennent mutuellement. Non, dis-je, c'est ce que font les autres pour les parasites. J'ai sorti la deuxième feuille de papier du dossier. Puisque nous parlons de soutien, dis-je, en faisant glisser l'avis de résiliation de bail vers eux. Vous devriez probablement voir ceci. Megan a saisi le papier. Elle l'a lu. Ses yeux se sont écarquillés, exorbités d'une manière qui aurait été comique si ce n'était pas si tragique. Résiliation, murmura-t-elle. Qu'est-ce que c'est? Je ne renouvelle pas le bail du condo, dis-je calmement. Je me retire en tant que garante. Vous avez 30 jours pour déménager, ou vous pouvez signer un nouveau bail vous-même si vous passez la vérification de crédit. Nous ne passerons pas la vérification de crédit, cria Gary, se levant. Tu sais que cela nous rend sans abri, Audrey. Tu rends tes parents sans abri. Tu as 18 000 $ de mon argent, dis-je. Peut-être que Kevin peut te les rendre. Ou peut-être que Tiffany a une chambre d'amis. Espèce de petite salope ingrate, cracha Megan, le vernis de la mère inquiète ayant complètement disparu, révélant la laideur sous-jacente. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons élevé. Nous t'avons donné un toit. Et j'ai payé ce toit pendant 5 ans, ai-je rétorqué, me penchant en avant, les mains à plat sur la table. La transaction est complète. Nous sommes quittes. Je vais arranger ça. Megan siffla, attrapant le bras de Gary. Je dirai à tout le monde ce que tu as fait. Je le dirai à ta tante, à tes cousins, à tout le monde. Tu seras seule, Audrey. Complètement seule. J'étais seule à cette table de dîner, maman, dis-je doucement. J'ai été seule pendant longtemps. Au moins, maintenant, je ne serai pas fauché. J'ai montré la porte du doigt. Sortez avant que j'appelle la sécurité. Megan mit sa menace à exécution avant même de quitter le parking. À midi, mon téléphone vibrait de notifications Facebook. Elle avait posté une longue mise à jour confuse. Le cœur brisé aujourd'hui, ma propre fille, que nous avons soutenue et aimée inconditionnellement, a décidé d'expulser ses parents âgés dans la rue. Elle est devenue un monstre d'entreprise froid et sans cœur. Nous sommes terrifiés et ne savons pas où nous allons aller. S'il vous plaît, priez pour nous. Les commentaires affluaient. Des tantes que je n'avais pas vues depuis une décennie me traitaient de honteuse. Ma cousine a posté un emoji serpent, mais la tempête sur les réseaux sociaux était une distraction. Je me concentrais sur l'enquête. À 14 h, un email est arrivé de David le détective privé. L'objet était simplement un rapport Kevin Miller-Tiffany. J'ai ouvert la pièce jointe. Les détails étaient pires que ce que j'imaginais. Tiffany n'était pas une petite amie. Son nom était Tiffany Stones, et c'était un mannequin Instagram qui sortait avec des hommes pour des cachets. Kevin l'avait engagé. Il lui avait payé 500 $ pour assister au dîner avec lui afin de faire croire qu'il réussissait et qu'il se stabilisait.
Il avait utilisé mon argent volé pour engager un accessoire afin de paraître meilleur que moi. Mais le rapport allait plus loin. Le compte de Castar Enterprises ne se contentait pas de canaliser de l'argent vers Kevin. Il y avait des virements vers un site de jeux de hasard en ligne et un virement vers un nom tristement familier, L. Miller Consulting. L. Miller, Linda Miller, le nom de jeune fille de ma mère. J'ai eu l'estomac noué. Megan n'était pas seulement en train d'aider Kevin. Elle faisait de l'écrémage. Elle prélevait une part de l'argent que Gary m'avait volé pour financer sa propre cachette secrète. Je me suis penché en arrière dans ma chaise de bureau, la pièce tourbillonnant. Gary était le voleur sur le papier, mais Megan était l'architecte. Et Gary, le savait-il seulement? Je devais briser l'alliance. Je ne pouvais pas les combattre en tant qu'unité. Je devais rompre le lien entre le facilitateur et le cerveau. J'ai envoyé un SMS à Gary, seulement à lui. Audrey, papa, rejoins-moi au café de la 4e rue. Seul. Si maman vient, je pars. J'ai quelque chose que tu dois voir à propos de l'argent. Il est arrivé 40 minutes plus tard. Il avait l'air 10 ans plus vieux que ce matin-là. Il portait les mêmes vêtements, froissés et tachés de sueur. Je ne lui ai pas commandé de café. J'ai simplement posé l'iPad sur la table entre nous. Je sais que tu as pris l'argent, papa, dis-je. Mais je sais que tu ne l'as pas tout dépensé. C'était pour Kevin, marmonna Gary, fixant ses mains. Il doit de l'argent à de mauvaises personnes, Audrey. Des requins. Ils allaient le blesser. Non, papa, dis-je. Il doit de l'argent au casino et à une agence d'escorte. Tiffany était une employée. Gary leva les yeux, la confusion brouillant son regard. Quoi? Non, ils sont amoureux. C'est une fille adorable. Elle a coûté $500 pour la nuit, dis-je, balayant l'écran pour montrer la transaction du compte Castar vers le Venmo de Tiffany. Payé avec ton vol. Gary fixa l'écran. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Mais ce n'est pas le pire, dis-je. J'ai balayé l'écran à nouveau. Regarde ce transfert. $3000 à L. Miller Consulting. Gary plissa les yeux. L. Miller. Linda. Ta mère. Maman a pris une part, papa, dis-je doucement. Elle savait que tu me volais. Elle l'a encouragé. Et puis elle a pris $3000 pour elle-même, probablement pour cette retraite où elle est allée le mois dernier. Gary secoua violemment la tête. Non, non, Megan ne ferait pas ça. Elle a dit que nous sauvions Kevin. Elle en a pleuré. Elle a dit que nous n'avions pas le choix. Elle t'a manipulé, dis-je, tout comme elle me manipule. Elle t'a fait passer pour le criminel pour qu'elle puisse garder les mains propres et s'acheter de nouvelles choses. Elle ne protège pas Kevin. Et elle ne te protège certainement pas toi. Elle encaisse. Gary regarda l'écran. Il regarda la preuve indéniable des dates de transfert. Il regarda les emails que j'avais récupérés où Megan donnait des instructions à Kevin sur la façon de culpabiliser Gary. Maman à Kevin, dis-lui que tes genoux vont être brisés. Il est faible. Il cédera. Puis transfère ma part sur le compte PayPal. J'ai regardé la réalisation le briser. Ce ne fut pas un grand fracas. Ce fut un effondrement. L'homme qui s'était moqué de moi, qui avait aveuglément suivi sa femme pendant 30 ans, ressemblait soudain à un enfant perdu dans un supermarché. Elle savait, murmura-t-il. Elle savait que c'était un mensonge. Elle a écrit le script. Papa, dis-je. Il mit sa tête dans ses mains et commença à pleurer. C'était un son désordonné et laid au milieu du café. J'ai tout ruiné, sanglota Teil. J'ai tout ruiné avec toi pour eux. Oui, tu l'as fait, dis-je, refusant de le réconforter. J'avais besoin qu'il soit brisé. J'avais besoin qu'il change. Mais tu peux réparer une chose. Il leva les yeux rougis. Comment? Le bail est résilié, dis-je. Mais la fête d'anniversaire n'est pas encore finie. Le grand rassemblement familial avec les proches est ce dimanche chez tante Clara, n'est-ce pas? Oui, renifla Teil. Megan prévoit. Elle prévoit de raconter à tout le monde sa version de l'histoire là-bas. Bien, dis-je. Un plan se formait, froid et aigu comme un diamant. Je serai là,
et tu vas m'aider à dire la vérité. Elle va me tuer, murmura-t-il. Elle a déjà tué ta relation avec ta fille, dis-je, me levant et saisissant ma canne. Tu n'as plus rien à perdre, papa. Sauf le mensonge. Je le regardais. À dimanche. Réserve-moi une place. Le dimanche chez tante Clara était habituellement une affaire prévisible. Salade de pommes de terre tiède, questions agressives sur mon statut marital et ma mère qui tenait la cour comme une monarque sur une chaise pliante. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était différente. Elle était chargée. L'air était lourd, comme le ciel qui vire au vert avant qu'une tornade ne touche terre. Je suis arrivé 20 minutes en retard. Je portais un blazer noir et un jean, m'appuyant sur ma canne. Je n'avais pas apporté de plat. J'avais apporté un mince portefeuille en cuir et une clé USB. Alors que je traversais la porte coulissante vitrée vers le jardin, le bavardage s'est tu instantanément. 30 têtes se sont tournées. Mes cousins, qui me saluaient habituellement avec indifférence, me regardaient avec une hostilité ouverte. Tante Clara, une femme qui vivait pour les commérages, serra les lèvres en une ligne fine. Megan tenait la cour près du barbecue. Elle portait une robe florale qui coûtait plus que mon paiement mensuel de voiture, payé, je le savais maintenant, avec mon fonds d'urgence. Quand elle me vit, elle ne fit pas que froncer les sourcils, elle joua la comédie. Elle haleta, portant une main à sa poitrine, jouant parfaitement la victime. Audrey, dit-elle, sa voix tremblante juste assez fort pour être entendue dans le jardin. Je ne pensais pas que tu viendrais après ce que tu nous as fait. Le murmure de la foule s'intensifia. Je suis juste là pour clarifier les choses, maman, dis-je, ma voix posée. Je boitais plus loin sur la terrasse. Tu as posté une sacrée histoire sur Facebook. Je pensais que la famille méritait la version du réalisateur. Nous ne voulons pas entendre tes mensonges, cria Kevin depuis la glacière. Il tenait une bière, l'air suffisant. Tiffany n'était nulle part. Son contrat ne couvrait visiblement pas les barbecues familiaux. Tu mets maman et papa à la rue. C'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Est-ce le cas? J'ai demandé, regardant autour du cercle de visages. Est-ce vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir? Tante Clara, tu as commenté le post de maman en disant que j'étais honteuse. Oncle Bob, tu m'as envoyé un SMS me traitant de serpent au cœur froid. Je pense que vous méritez tous de savoir pourquoi j'ai résilié le bail. Parce que tu es égoïste, claqua Megan, s'avançant, les yeux brillants d'une panique qu'elle essayait désespérément de cacher. Parce que tu gagnes un peu d'argent et que tu penses être meilleur que tout le monde. Tu penses que parce que tu nous as acheté cet appartement, tu nous possèdes, nous sommes tes parents. Je ne pense pas vous posséder, dis-je calmement. Mais je pense posséder les 18 000 $ que vous avez volés sur mon compte bancaire. Le silence qui suivit fut absolu. Un oiseau chanta bruyamment dans le chêne. Le seul son dans le jardin. C'est un mensonge, cria Kevin, s'interposant entre moi et la famille. Elle ment. Elle est folle. Est-ce que je mens? Je regardais au-delà de Kevin, droit vers mon père. Gary était assis sur un banc près de la clôture, fixant ses chaussures. Il avait l'air petit, défait. Papa, est-ce que je mens? Megan tourna vivement la tête vers Gary. Ses yeux s'écarquillèrent, lui faisant des signes furieux. Tiens-toi au script. Protège le mensonge. Gary, dis-lui, siffla Megan. Dis à tout le monde qu'elle invente tout. Gary se leva lentement. Il regarda Megan, puis Kevin, et enfin moi. Je vis la lutte sur son visage. 30 ans de soumission se battant contre 3 jours d'une vérité agonisante. Elle ne ment pas, dit Gary. Sa voix était rauque. Que as-tu dit, hurla Megan, son masque glissant. J'ai dit qu'elle ne mentait pas, cria Gary, sa voix brisée. L'explosion surprit tout le monde, y compris lui. J'ai pris l'argent. J'ai appelé la banque. J'ai fait semblant d'être Audrey pour répondre aux questions de sécurité. J'ai pris 18 000 $. Un soupir collectif traversa le jardin. Tante Clara porta la main à sa bouche. Parce que Kevin avait des problèmes, cria Megan, pivotant instantanément vers la défense de la mère protectrice. Mon fils était en danger. Nous avons fait ce que nous devions faire. N'importe quel parent ferait la même chose.
Danger? J'ai demandé. C'est comme ça qu'on appelle ça? Je me suis dirigé vers la télévision extérieure installée sur le mur du patio. L'installation préférée de Kevin de l'été dernier. J'ai branché ma clé USB sur le port latéral. L'écran s'est allumé. Je suis organisatrice d'événements, dis-je, ma voix projetant clairement. Je m'occupe des détails, et les détails du danger de Kevin sont fascinants. J'ai cliqué sur la télécommande. Une photo est apparue à l'écran. C'était une capture d'écran de la transaction Venmo. À Tiffany Stones. Montant, $500. Mémo, service de rendez-vous pour le dîner. Kevin n'était pas en danger, dis-je, il était à un rendez-vous. Un rendez-vous qu'il a payé avec mes économies médicales. Tiffany n'est pas sa petite amie. C'est une escorte qu'il a engagée pour se faire paraître réussi au dîner d'anniversaire. Le visage de Kevin devint cramoisi. Les cousins commencèrent à chuchoter. Quelqu'un laissa échapper un court rire choqué. C'est une mannequin, balbutia Kevin, regardant autour de lui avec fureur. C'est une influenceuse. C'est un accessoire engagé, ai-je corrigé. Tout comme ton entreprise. J'ai cliqué à nouveau sur la télécommande. Une feuille de calcul est apparue. Castar Enterprises, virement sortant, poker en ligne, DraftKings, escroquerie crypto, et location de voitures de luxe pour le week-end. J'ai regardé Kevin. Tu ne remboursais pas des requins de la finance, Kevin, tu louais une Mercedes pour impressionner une fille que tu payais à l'heure. Megan semblait sur le point de vomir. Elle se tourna vers la famille, ses mains tremblantes. Je ne savais pas, Gary m'a dit que c'était une dette. Je pensais que nous lui sauvions la vie. Elle était douée. Elle était si douée. Elle jetait Kevin et Gary sous le bus pour se sauver elle-même, jouant la mère ignorante et au cœur brisé. Tu ne savais pas, demandai-je doucement. Non, sanglota Megan, les larmes coulant à flots. Non, je n'avais aucune idée. Je voulais juste aider mon fils. Alors explique ça, dis-je. J'ai cliqué une dernière fois sur la télécommande. L'écran s'est rempli d'un seul reçu de virement bancaire agrandi de Castar Enterprises à L. Miller Consulting. Montant, $3000. Date, 14 octobre. 14 octobre, dis-je. 2 jours après que papa a transféré la première partie de l'argent volé à Kevin. Tu as demandé à Kevin de te reverser une commission, maman. $3000. Je me suis tourné pour lui faire face. Elle était figée. Les larmes avaient cessé instantanément. Tu savais que papa me volait, dis-je, ma voix résonnant avec la finalité d'un coup de marteau de juge. Tu l'as encouragé. Tu lui as dit quoi dire à la banque. Et puis tu as pris ta part. Tu as monétisé le vol de ton propre mari et le fonds de chirurgie de ta fille, pourquoi? Pour aller à ce week-end spa, acheter cette robe. Le jardin était mortellement silencieux. Tante Clara s'éloigna de Megan, créant un fossé physique entre elles. Megan regarda autour d'elle, cherchant une alliée, un visage sympathique. Il n'y en avait aucun. Même Kevin la regardait avec trahison. Il n'avait pas su qu'elle avait écrémé son butin. Megan murmura, je mérite aussi de belles choses. C'était la vérité. Enfin, la laide vérité nue. Gary s'approcha de moi. Il ne regarda pas Megan. Il se tint à côté de moi, épaule contre épaule. Nous quittons le condo vendredi, annonça Gary à la famille. Je vais trouver un travail et je rembourserai Audrey chaque centime, même si cela me prend le reste de ma vie. Il regarda Megan. Tu peux venir avec moi dans l'appartement studio que j'ai trouvé, ou tu peux partir. Mais j'en ai assez de mentir pour toi, Linda. Megan regarda l'homme petit et brisé qu'elle avait contrôlé pendant 3 décennies. Elle me regarda, debout dans ma veste de smoking. Elle regarda sa famille qui la regardait comme une étrangère. Elle ne cria pas. Elle ne se battit pas. Elle se rétracta simplement. La reine du patio avait perdu sa couronne. Je pense que tu devrais partir, dit tante Clara, sa voix glaciale. C'est une réunion de famille, et franchement, Linda, je ne pense pas que tu saches ce que ce mot signifie. Les retombées furent rapides et absolues. Megan tenta de relancer l'histoire une dernière fois sur Facebook,
affirmant que les images à la télévision étaient retouchées, mais le mal était fait. La famille avait vu les transactions. Elle avait vu le visage de Gary. Elle l'avait entendu admettre qu'elle méritait de belles choses tout en se tenant au-dessus du cadavre numérique de mon compte d'épargne. Le vendredi, les Riverside Loft étaient vides. Je ne suis pas allé les aider à déménager. J'ai engagé une entreprise de déménagement pour emballer leurs affaires. C'était mon dernier acte de charité parce que je savais que Gary ne pourrait pas gérer les meubles lourds seul, et Kevin n'aurait certainement pas aidé. Kevin avait disparu dès que la source d'argent s'était tarie, se serait installé sur le canapé d'un ami dans un autre état, laissant ses investisseurs et sa famille derrière lui. Megan et Gary se sont séparés 2 semaines plus tard. Ce ne fut pas un divorce dramatique. Ce fut une simple dissolution d'un partenariat qui avait fait faillite. Megan a emménagé avec sa sœur en Floride, passant ses journées à se plaindre de l'humidité et de ses enfants ingrats. Elle m'envoie toujours des cartes d'anniversaire avec des versets bibliques passifs-agressifs. Je les brûle sans les ouvrir. Mais Gary est resté. Il a loué un petit studio au-dessus d'un garage dans la banlieue. C'était la taille de mon salon. Il a trouvé un emploi dans une quincaillerie, mélangeant de la peinture et coupant des clés. C'était un travail humble, difficile pour ses genoux, mais il le faisait. 6 mois après le dîner d'anniversaire, je l'ai rencontré pour un café. Je marchais sans canne maintenant, ma cheville complètement guérie. Je suis entré dans le restaurant et je l'ai vu dans une cabine, portant son gilet de travail orange. Il avait l'air fatigué, mais il avait l'air réel. « Eh, papa, dis-je, glissant dans la cabine. Audrey. » Il sourit, un vrai sourire aux yeux plissés que je n'avais pas vu depuis que j'étais enfant. Il a poussé une enveloppe sur la table. Ce n'était pas 5 000 $. C'était un chèque de 200 $. Ce n'est pas grand-chose, dit-il, regardant son café, mais c'est le premier versement. J'ai fait le calcul. À ce rythme, je serai à jour avec toi quand j'aurai 92 ans. J'ai ri. Ce n'était pas un rire amer cette fois. 92 ans, hein? Tu ferais mieux de manger tes légumes alors. Je suis désolé, dit-il, sa voix s'abaissant. Je sais que l'argent ne répare rien. Je sais que j'ai cassé quelque chose que je ne peux pas recoller. Je l'ai laissé te faire du mal parce que c'était plus facile que de la combattre. J'étais un lâche. Je l'ai regardé. J'ai vu le regret gravé dans les rides de son visage. J'ai vu l'homme qui avait perdu sa maison, sa femme et sa fierté juste pour essayer de retrouver sa dignité. Tu l'étais, ai-je acquiescé. Je n'allais pas mentir pour le faire se sentir mieux. C'était l'ancienne dynamique. Tu as été un père terrible ce soir-là et pendant longtemps avant cela. Il hocha la tête, acceptant le verdict. Mais, ai-je continué, tendant la main et tapotant l'enveloppe, tu t'es levé quand il le fallait. Tu as dit la vérité dans le jardin. Ça compte. Je n'ai pas repoussé le chèque. Je l'ai pris. Le prendre était important. Cela signifiait que je le respectais assez pour le tenir responsable. Cela signifiait qu'il était un adulte, pas une personne à charge que je devais protéger. Je garde ça, dis-je. Et le prochain? Bien, dit-il. Alors, comment va le travail? Comment va la cheville? Le travail est chargé, dis-je. Et la cheville est forte. J'ai même couru ce matin. C'est bien, dit-il doucement. C'est vraiment bien. Nous avons mangé nos hamburgers. Nous avons parlé du temps. Nous avons parlé de son travail à la quincaillerie. Ce ne fut pas une réconciliation parfaite digne d'un film. Il n'y eut pas de larmes de joie, pas de câlins qui effacèrent le passé. Il y avait toujours une distance entre nous, un tissu cicatriciel qui ne s'estomperait probablement jamais complètement. Mais en le regardant, mangeant ses frites, payant son propre repas avec de l'argent qu'il avait gagné, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus la banque. Je n'étais plus la réparatrice. Je n'étais plus le paillasson. J'étais juste Audrey. Et pour la première fois de ma vie, j'étais assise à une table où la place était véritablement réservée pour moi.